RMC, l'invité des grandes gueules. C'est quoi ce droit au bonheur pour tous? Ça va de soi. Oui, ça va de soi, oui, on est tous d'accord. Vous savez, ça doit être même le but de la politique, de se demander comment on fait pour que les Français, tous dans leur diversité, les habitants de ce pays, y vivent le plus heureux possible. Or, le temps de l'été est un temps d'inégalité. Parce que vous avez des familles qui peuvent partir, vous avez des familles qui ne peuvent pas partir. On sait qu'il y aura 40% de non-départ en vacances cette année. Et si vous voulez, ça c'est quelque chose qui, moi, dans la durée, m'a touché. Des enfants, des jeunes, qui chez moi ne partent pas en vacances l'été, mais même en restant sur place à Amiens, il n'y a pas d'activités qui leur sont proposées. Et ça va être les écrans qui vont prendre le relais. Et je pose la question, comment on peut aimer notre pays dans sa diversité, sa plage, sans avoir vu tout ça, sans l'avoir vu. Comme je le dis, la même chose pour les quartiers, pour les tours comme pour les bourgs. Et quand on a vu que son clocher est le chef-lieu de canton, comment on peut aimer la France dans sa diversité? Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire pour les 3 millions d'enfants qui ne partent pas en vacances de manière récurrente. Donc soit on pense que c'est le marché qui doit régler ça, soit on pense qu'il y a un rôle pour la puissance publique. Donc on est pour une politique. Alors avec des propositions concrètes. Avec des propositions concrètes. Péage gratuit pendant 2 jours, des trains à 29 €. Le premier poste de dépense des Français dans leurs vacances, ce sont les déplacements. Parce qu'en fait, les 3/4 des Français partent en vacances dans leur famille. Donc, il n'y a pas de frais d'hébergement. Et donc, là, on a des autoroutes. Est-ce que c'est besoin de dire à quel point les autoroutes se sont gavées? On est à 4,5 milliards d'euros de profit cette année. 4 milliards d'euros versés en dividendes aux actionnaires, c'est-à-dire presque l'intégralité. Enfin, c'est gigantesque. Je pense que dire que chaque Français a le droit à un aller-retour péage gratuit, c'est plutôt du bon sens. Et ce sont des sociétés privées. Je pense que l'État a un rapport de force à mener avec les sociétés d'autoroutes. Aujourd'hui, il ne le fait pas. Bruno Le Maire a dit qu'il envisageait une taxation, une surtaxation ce matin. Il l'a dit. Il envisage tout le temps, mais on ne voit jamais rien venir, d'accord? Mais en tout cas, là, moi, je me dis, vous savez, pour moi, la France est en dépression. On sort de la crise Covid, on sort de la guerre en Ukraine. Regardez tous les indices, et en particulier dans la jeunesse, le taux de dépression chez les jeunes a doublé. Un objectif politique devrait être de se dire comment on fait pour remettre du soleil dans la vie de tout le monde cet été. Alors je ne dis pas que nos mesures elles sont parfaites, mais au moins on met des choses sur la table. Regardez que fait Clément Beaune en matière, le ministre des Transports, ce qu'il propose sur les autoroutes. Il dit ceux qui ont un abonnement et qui ont des chèques vacances, ils auront 20% de réduction. Enfin, il y a 20% des Français qui ont un abonnement, il y a 20% des Français qui ont des chèques vacances, donc ça veut dire à la fin il y aura 500 000 Français qui seront concernés par ça. Donc je pense que voilà. Après le train, pourquoi? Parce qu'il faut. C'est en fait ça imite ce qui s'est fait en Allemagne. En Allemagne l'été dernier, il y a eu une mesure, le train à 9 €. On est raisonnable, on le met à 29 €. TER illimité et qui permet à la fois à des gens de prendre le train et de déplacer, de faire que peut-être il y ait moins de gens qui prennent la voiture et plus de personnes. Est-ce que c'est à l'État de payer les vacances des Français? Alors, je dis pas que c'est à l'État de le payer, d'accord, mais c'est à l'État de mettre en œuvre des conditions pour, d'accord. Soit on considère que c'est purement de la sphère privée. Donc de l'ordre de la famille et de l'entreprise. Et à ce moment, il y a déjà des aides. Elles sont minimes, elles n'ont pas évolué, elles ne sont pas prises. Non mais franchement, aujourd'hui, il n'y a pas de politique publique des vacances. D'ailleurs, dans les programmes politiques, le mot vacances n'existe pas. Et donc, on parle de paresse souvent chez vos amis. Mais moi, le droit à la paresse. Je pense qu'il y a un droit à la paresse qui doit se conjuguer avec le droit au travail. C'est la deuxième raison pour laquelle je fais cette proposition de loi. C'est que cette année, je n'ai cessé, à la fois chez moi et ailleurs, d'entendre des gens qui travaillent, qui se lèvent la nuit à 3 h du matin, qui font de la logistique ou qui travaillent jusque tard le soir comme chef d'équipe dans l'agroalimentaire, qui me dit « Avec mes parents, il n'y avait qu'un seul salaire, celui de mon père, ouvrier, et pourtant on partait. Et moi, avec mes enfants, je ne vais pas pouvoir les emmener à Narbonne, au camping, et ainsi de suite. » Et donc ça produit un sentiment de déclassement chez les gens. C'est-à-dire, je travaille dur, et pourtant, ce que mes parents m'ont apporté, je ne peux pas apporter la même chose à mes enfants. Barbara, d'accord avec ça? Oui, tout à fait d'accord, dans la mesure où effectivement la question du droit aux vacances, c'est relié à la question du travail, à de la France qui travaille, qui effectivement n'a rien à voir avec la paresse. Le travail, on a travaillé toute l'année, on mérite de partir en vacances. Maintenant, le problème par exemple du camping, c'est fini le petit camping familial où on ouvrait la tente. Maintenant, tous les campings, c'est 3 étoiles, 4 étoiles. On est sur du camping pour les classes moyennes ou les petites classes moyennes. Le problème aujourd'hui, c'est les classes populaires. Moi, vos mesures, elles m'intéressent, mais dans la mesure aussi où elles vont être ciblées sur les classes populaires. Parce que moi, je vois pas pourquoi, excusez-moi, mais le CSP++ avec son SUV, il a le droit au péage gratuit. Moi, je vois pas pourquoi. Je considère que ça doit d'abord cibler les classes populaires et dans les classes populaires, ceux qui sont vraiment en difficulté. Donc, est-ce que vous avez un moyen quand même de cibler, en particulier pour les billets de train, etc. Parce qu'on a vu, quoi qu'il en coûte, on n'a rien ciblé, on voit le résultat. On a un but commun,
c'est que tous les enfants de ce pays puissent partir en vacances, en gros. Maintenant, le chemin, il va pouvoir diverger. Je veux dire, moi, je suis en général pour l'universalité des mesures et pas pour le ciblage. Je vous explique pourquoi. Je pense que la gauche, elle se grandit quand elle fait pour tous. Quand elle fait l'école, elle l'a fait pour tous, et y compris pour les enfants de Bernard Arnault. Et c'est gratuit, c'est laïque. C'est pour ça qu'ils vont dans le privé d'ailleurs. Non, mais en tout cas, elle est là pour tout le monde. La retraite, si ils vont à Franklin, c'est là qu'ils ont connu Brigitte Macron. Les retraites, quand on fait les retraites, c'est pour tout le monde. Quand on fait la sécurité sociale, c'est pour tout le monde. Donc, chacun paye en fonction de ses moyens, mais reçoit selon ses besoins. Et je suis attaché, en fait, à ce principe. Et je pense que, en l'occurrence, dire qu'il nous faut des impôts qui soient justes, que ça soit pas les petits qui payent gros et les gros qui payent petits. Voilà. Que c'est par ça qui est le biais de la redistribution. Ouais. Mais qu'en revanche, quand il y a des mesures qui sont prises, elles concernent tous les Français, elles aient valeur universelle. C'est un principe. Oui, mais donc ce programme-là, il marche si on rééquilibre vraiment et qu'on arrête avec les privilégiés de l'impôt. Donc ça, c'est effectivement, s'il y a un vrai rééquilibrage fiscal, ça marche. Mehdi. Non, mais je suis d'accord pour les classes les plus défavorisées, justement, de les aider à aller en vacances. C'est une idée ou une proposition de projet qui est tout à fait honorable. Mais le problème, monsieur Ruffin, je vais vous dire la vérité, c'est que comme d'habitude, il va avoir, à l'intérieur de ces projets-là, des abus dans tous les sens. Et vous le savez très bien. Vous savez très bien, c'est comme la CMU, c'est comme l'AME, c'est comme le chômage, c'est comme les... Il va avoir des personnes qui vont profiter du système, justement, pour avoir des choses, comme d'habitude, gratuitement, et que les personnes qui travaillent, comme vous avez dit, et qui se lèvent à 3h du matin, et qui, eux, cotisent, payent... c'est eux qui vont payer les vacances des autres qui ne méritent pas. Vous le savez, monsieur Ruffin, vous pouvez me faire le truc dans tous les sens que vous voulez. Vous êtes un très bon orateur. Vous êtes un très bon orateur. Mais vous savez très bien que, in fine, ça va tomber à ça. En l'occurrence, je dis c'est pour tous. Mais regardez par exemple une mesure qu'on propose qui est le pass colo verte, qui est de dire que au fond, pendant les 5 années de primaire, il y a l'assurance que chaque enfant a le droit à 15 jours de colonie à la mer, à la montagne. Gratuite. Oui, gratuite. Bon, et ça, finalement, ça soit vrai à la fois pour les riches et pour les pauvres. Et que ça soit finalement plutôt un temps de cohésion qu'un temps de séparation. Alors que quand on lit les rapports... C'était ça avant les colonies de vacances. Alors tout le monde était à l'intérieur. Alors qu'on voit qu'aujourd'hui, quand on lit les rapports, c'est bien marqué que l'été, c'est le temps des inégalités. Parce qu'il y a ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens. Et donc, ce qu'on propose, il me semble, c'est pour faire nation ensemble. C'est à la fois faire nation sur le plan fiscal, que tout le monde appartienne à la nation, et faire nation sur le temps des vacances. Évidemment, il y en aura toujours qui, à un moment, iront dans des palaces et les autres... D'accord, mais alors, pardon, on a fait les colos ici. Les colos, il n'y avait pas les parents qui téléphonaient quand on se prenait des nions, qu'on tombait, qu'on se faisait mal à l'épaule. Oui. On rendait pas la colo responsable parce qu'on s'était griffé partout et on était tombé dans les orties. Il y avait des BAFA, il y avait des jeunes avec parfois on rigolait un peu avec eux. Il n'y avait pas les parents qui déboulaient en disant qu'est-ce qui est arrivé à mon fils, etc. Donc reconnaissez qu'il y a aussi ça peut-être qui a changé aussi dans les colos de vacances. Peut-être qu'il y a ça qui a changé, mais en tout cas moi ce que je vois, je vous le redis. Enfin. Je viens ici, vous savez. Non, bien sûr, je comprends l'objectif. La société a changé. La société a changé, mais vous savez, moi je viens ici avec des gens dans ma tête. Esperanza, 21 ans, qui joue au volleyball, que j'interroge alors à la fin de notre rencontre. Alors qu'est-ce que tu vas faire cet été ? Avec mes parents, on n'a pas les moyens de partir. De temps en temps, on va Épinay-sur-Seine. Bon, quand je reste au quartier Nord d'Amiens, non, j'ai pas d'activité en plus. Je pense que ces jeunes-là, si vous leur dites, voilà, il va y avoir la possibilité de dérouiller, c'est un sociologue qui s'appelle Azouz Begay qui dit il y a le besoin de dérouiller. Vous savez, c'était une intuition que j'avais, qu'on prenait confiance en soi parfois en dehors de l'école. Et c'est vérifié par tous les rapports qui disent ce temps en dehors de l'école est un temps où on a notre rapport aux adultes, on a notre rapport à nos savoir-faire, où on prend confiance. De toute manière, c'est une urgence. Ce chiffre de 3 millions d'enfants qui ne partent pas en vacances au XXIe siècle en France, c'est insupportable. C'est insupportable. Je veux dire, on pouvait l'accepter il y a quelques années, on ne peut plus. Et le fait, effectivement, de changer d'environnement, ça ouvre l'esprit. Et le bonheur, je rappelle, c'est la meilleure médecine. Le stress est dépresseur immunitaire. Donc les gens qui sont malheureux, ils développent plus de maladies. Donc le fait de leur donner comme ça des périodes de repos, des périodes d'échange, des périodes de connaissance, des périodes de découverte, c'est la meilleure médecine. Donc s'il y a urgence, s'il y a une urgence, c'est celle-là. Et il a raison de défendre. Il y avait les municipalités qui organisaient les colos. Elles ne le font plus aujourd'hui, les villes. Le député en retrouve moins aussi de monitoring. Chose très importante, vous le savez très bien.
comment on finance? D'abord, disons. On ramène d'où l'argent? Je veux le dire, d'accord. Parce que là, on est en train de baisser pour la Sécu, on est en Où train on de trouve baisser l'argent? pour le Que font les La municipalités? justice fiscale. La justice fiscale. Trois Oui, c'est questions. Bernard Arnault qui a payé. C'est Bernard Arnault. Comment? C'est les enfants de Bernard Arnault qui sont avec Brigitte Macron. Attendez. Sur les péages. Barbara Lefebvre, Qui je vous la paye? présente. Que font les municipalités et où sont les monos Sur les aujourd'hui? péages, il n'y a pas de frais. Oui. D'accord. Ah non, attention, les péages, je suis à 300% d'accord avec vous. Il faut leur demander Voilà, ça, je suis d'accord avec vous. Ah bah, un Monsieur rapport de Macron force. peut leur demander avec Monsieur Colère et Madame Borne, c'est Et lui Monsieur Arnault, et qui a Monsieur Arnault renégocié aussi. en 2015 et qui n'a pas voulu nous dire comment il avait renégocié. Voilà. Et Monsieur Oui, Arnault. rapport de l'ingénierie. Parce que Monsieur Arnault fait des sacs Louis Vuitton sur l'autre Les sociétés d'autoroutes se gavent, donc bon, voilà. Donc ça, c'est autofinancé. Ah, D'accord. Le train, Le train, c'est une taxe sur le kérosène. Des avions, oui. les gens qui ont payé. Il se trouve que cette taxe sur le kérosène rapporte même très largement plus que ce que coûtera ces dépenses de train. Donc ceux qui partent en vacances en avion paieront plus cher les billets. Oui. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a les low cost aussi, hein. Oui, mais ils payeront. Il y aura une petite pas grave. taxe là-dessus supplémentaire. Voilà. Je vous explique. Non, mais on est la même D'accord, personne d'accord, qui mais je paye. vous explique. D'accord. Et il se trouve que sur les yachts, les jets et les palaces, instaurer une taxe, mais vraiment qui est pas du tout importante, fait qu'on arrive à financer Elle existe déjà, ça s'appelle la taxe de séjour pour les hôtels, pour les palaces, pour les hôtels, quels qu'ils soient de 1 au 5. Ça s'appelle les taxes de séjour. Elles existent déjà. Elles sont très faibles parce que c'est à peu près les mêmes taxes pour les palaces que pour les hôtels tradis. Donc ça, c'est le financement. Voilà, ça c'est le financement. Les municipalités, vous savez, elles ont été. D'abord, c'est pas vrai que ça s'est fait partout. Il y a des municipalités où ça existait, il y a des municipalités où ça n'existait pas. Or, nous sommes une nation. Nous sommes un pays. Ça veut dire que chaque enfant de ce pays doit avoir les mêmes droits, qui se trouve dans un petit village à la campagne. Parce que moi, je suis attaché au fait que dans la ruralité, on ait les mêmes droits que quand on est dans une métropole. D'accord ? Et donc, ensuite, elles sont étranglées financièrement, les municipalités. Et de quoi elles se disent qu'elles vont faire en moins. Ça va pas être sur la voirie automatiquement, ça va pas être sur les bâtiments en premier, mais ça va être sur ce que j'appelle l'invisible. Vous savez, l'essentiel est invisible pour les yeux, en disait Antoine de Saint-Exupéry. Et ces métiers qui font qu'il y a du lien qui se crée pendant l'été, investir sur des animateurs, permettre des départs en vacances au loin, eh ben c'est devenu quelque chose qui s'est complètement rétracté. Donc il faut donner des moyens aux municipalités, en les ciblant pour le coup, pour qu'il y ait une nouvelle politique publique des vacances. Je veux dire, nos mesures sont sans doute imparfaites. Moi, ce que je souhaite, c'est simplement qu'il y ait quelque chose en face sur la table, qu'il y ait une politique publique des vacances. Qu'on nous dise, vous savez, un sociologue, Jean Viard, dit, finalement, ça plafonne à 60% de départs en vacances depuis des décennies. Maintenant, ça régresse même à cause de l'inflation, là. Hein, mais on devrait avoir pour objectif de passer à 80%, de se dire comment on fait pour permettre à chacun d'avoir un temps de respiration dans son année. Dans l'actualité, et d'ailleurs on va en débattre dans un instant, il y a la menace de dissolution des soulèvements de la terre. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, l'a encore dit ce matin, ça va arriver prochainement au Conseil des ministres. Les soulèvements de la terre, ce n'est pas républicain, ça participe à des manifestations interdites, à des manifestations violentes, c'est des appels à la haine sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut dissoudre les soulèvements de la terre? D'abord, on a dissous des mouvements d'extrême droite. Il faudrait des faits concrets. Là, il y a un nuage. Maintenant, je veux redire une chose, moi, c'est mon attachement à la non-violence. Pour des raisons morales, mais aussi pour des raisons politiques. Je pense que quand il y a des actes violents, eh bien, ça ne participe pas à faire adhérer à la cause. Maintenant, aujourd'hui, il n'est pas du tout démontré que les soulèvements de la terre soient dans la violence. On l'a vu à Sainte-Soline quand même. Non, mais ce qui s'est passé. L'arrachage des cultures d'un agriculteur, c'est un acte de violence. Toute la question juridique. C'est un acte de violence limité. Non, voilà. On détruit un outil de travail. Très attaché aux travailleurs, je suis étonné que vous minimisiez ou vous trouviez des circonstances atténuantes. C'est pas du tout la même chose. Excusez-moi. Je distingue quand même la violence sur les plans d'un agriculteur et de la violence sur des policiers, par exemple. Et réciproquement, des policiers sur des manifestants. On n'est pas du tout dans les mêmes choses. On sait que la vie politique, faire avancer des choses, ça s'est fait aussi par de la désobéissance et parfois par le McDo de José Bové où il va démonter les boulons. Et c'est un signal qui avance. Les McDo, il y en a toujours. Qui donne lieu à un procès derrière. Et c'est sur la place publique. Il y en a un qui est condamné, pas condamné. Mais enfin, c'est une manière de faire avancer les choses. Ça fait avancer des choses, grâce à ça, on a fait reculer les OGM. Il y a des actes. Vous savez, il n'y aurait pas eu le droit de vote pour les Noirs américains s'il n'y avait pas eu la désobéissance, s'il n'y avait pas eu tout ça. Donc, oui, enfin, Rosa Parks s'est assis à une place où elle ne devait pas être assise. C'est pas la même chose que de s'en prendre à des policiers et d'arracher des champs. Est-ce que je vous ai dit mon hostilité? Le fait que je sois contre la violence et que, en l'occurrence, la violence sur les policiers, pour moi, n'est pas acceptable. Mais tout comme de la même manière, la violence volontaire des policiers sur les manifestations n'est pas acceptable. On doit œuvrer à la non-violence dans nos actions.
je comprends pas. En fait, il y a une chose moi qui me tarabuste. Vous pouvez pas dire que cette association en fait n'est pas une association violente et que vous entre guillemets cautionnez une certaine partie de leurs idées par rapport à toutes les images qu'on a vues d'elles qui c'était à feu et à sang. Ils ont quand même brûlé. D'accord, c'est pas une association. On va jouer sur les mots, il y a pas de problème. Attention, on va faire le débat dans 5 minutes. Donc restez pas trop long. C'est quand même des personnes qui ont quand même attaqué des véhicules de gendarmerie avec des cocktails Molotov. Devant caméra et devant tout le monde. Enfin, alors, vous êtes député, vous êtes représentant de la République. Vous me dites des personnes, ces personnes-là, il doit y avoir. Ils se sont présentés comme étant. Et c'était une victoire pour eux. Attention. Non. C'est ça qui est pas exact. Mais les personnes, il doit y avoir enquête, procès. En l'occurrence, l'enquête. Alors, on va en débattre. Aucune des personnes interpellées n'était. Je me permets de revenir vers vous. Ils vont pas dire oui, je suis chez eux. Il y a un an depuis l'élection de l'Assemblée nationale, à majorité relative pour le président de la République. Quels enseignements vous tirez de ces un an en tant que député, avec la tension qu'il y a pu y avoir à l'Assemblée nationale? Moi, je vais vous dire la tristesse pour mon pays. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, mais on est sorti de 2 années de crise Covid, on est sorti de la guerre en Ukraine, les factures d'inflation qui bondissent, et une élection qui montre bien que le président Macron était réélu sans panache, sans élan, avec 3 blocs, un bloc de gauche, un bloc central-libéral, un bloc d'extrême droite, et que je pense que le devoir du gouvernement et du président dans ce cadre-là aurait été de tout faire pour réparer les fractures de la société française. Or, ce qui a été fait n'a participé qu'à davantage de déchirement. Quand on met en œuvre comme projet premier, plutôt que de se demander quelles vacances vont passer les Français, regardez là, on a un projet de loi sur le partage de la valeur ajoutée, il n'y a pas le mot salaire à l'intérieur. Plutôt on se demande comment les Français doivent pouvoir vivre de leur travail, en vivre décemment, bien vivre leur travail, qu'à la place de ça, on prenne une mesure qui se fasse contre 4 salariés sur 5, 2 Français sur 3, tous les syndicats unis, des millions de personnes dans la rue et même une majorité des députés à l'Assemblée nationale, ça contribue à déchirer le pays davantage plutôt qu'à le réconcilier. Et je pense qu'il faut qu'on trouve aujourd'hui des chemins de réparation et de réconciliation. Oui, mais vous avez vu que le système des retraites sera toujours déficitaire en 2030, malgré cette réforme des retraites. C'est le dernier rapport du corps qui le dit. Mais moi, je disais que pour moi, cette réforme est une folie, parce que c'est une folie parce qu'elle paraît injuste. Ceux qui vont le plus payer ça, ce sont les travailleurs de la 2e ligne qui se sont montrés courageux dans le cœur de la crise Covid et à qui le président Macron disait il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. C'est-à-dire les femmes de ménage, les auxiliaires de vie, les caristes, les camionneurs, les ouvriers de l'industrie agroalimentaire, c'est eux qui vont les prendre les 2 années de plus. Donc c'est injuste, mais je dis, en plus, sur le plan économique, c'est 0,1 point de PIB les économies tirées de ça. Donc on est en train de déchirer le pays, de le diviser. Nous devrions avoir un projet à porter ensemble. Moi, je pense que la question du climat, la question de l'écologie devrait être une question centrale. Comment on fait pour avoir de l'eau qui pour nos agriculteurs et pour nos robinets. Tout le monde n'a pas les mêmes réponses. Non, mais justement, qu'il y ait débat là-dessus. Vous allez avoir un débat dans 2 minutes sur les soulèvements de la terre. Moi, on est sorti de la sécheresse de l'année dernière sans avoir de débat sur comment on gère les ressources en eau ensemble. Voilà une question qui me paraissait beaucoup plus importante que d'économiser 0,1 point de PIB. Quoi. Une autre question. Mais vous le savez, Monsieur Ruffin, puisque vous parlez beaucoup justement avec vos administrés, le peuple de gauche vous attend en partie. Le peuple de gauche attend une figure qui soit justement une figure d'apaisement, une figure de réconciliation. Est-ce que vous pensez honnêtement, vous n'allez pas nous le dire aujourd'hui, mais Monsieur Darmanin a dit des choses qui ont fait beaucoup de bruit. Dites-nous quelque chose qui va faire beaucoup de bruit aujourd'hui. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez être cette figure de gauche réconciliatrice si vous continuez à être derrière Monsieur Mélenchon? Écoutez, je m'efforce de montrer un chemin qui est le chemin d'une gauche populaire qui doit devenir majoritaire demain. Et comment ça se fait? Jean-Luc a dit 2 choses qui moi, me servent de moteur, pas forcément de moteur, mais d'indice. Il a dit « Faites mieux, faites-vous aimer ». Eh ben, je pense qu'on a pour devoir de faire mieux et de se faire aimer. Et que, en venant poser une proposition sur les vacances qui est complètement délaissée, je pense que ça parle aux gens qui travaillent et qui vont avoir à se serrer la ceinture. Vous savez, c'est 32% des Français qui aujourd'hui se sont privés sur leur alimentation pour partir en vacances. Ça veut dire que ils sentent bien que ce temps des vacances, c'est pas seulement du loisir, c'est un temps de respiration nécessaire hors de leur quotidien. Et ils se sont privés sur leur alimentation. Comment on fait pour que c'est 1 Français sur 2 qui se prive sur son alimentation aujourd'hui? C'est dingue quand même. Non, mais en France. Juste François Ruffin, celui qui montre un chemin, c'est la définition du chef, ça. Ouais.
Non, non, je me sens. Non. C'est pas chef. Ça a bloqué là. C'est pas chef, vous savez. Là, vous êtes dans le coin. Là, dans le terme de la boxe, vous êtes dans le coin. Vous savez, moi, j'ai des tas de gens qui ont été des exemples pour moi. Je peux citer François Cavana, je peux citer Michel Platini. Ça l'est plus aujourd'hui de la même manière, mais de gens qui Jules Vallès, Jean Jaurès, qui se sont pas forcément positionnés en chef, mais qui, en revanche, ont été des exemples. J'essaye de faire ce que je peux. Je suis pas parfait. Nul n'est parfait. Il n'y a pas de saint sur cette terre. Mais pour voilà, quand en 2027, on se reverra, Monsieur Ruffin. Jaurès disait, nous ne sommes pas des ascètes. C'est une vie large qu'il nous faut. Et j'œuvre pour qu'il y ait une vie large pour toutes et pour tous. Merci François Ruffin d'être passé par les JG. Merci Monsieur le député. Allez, suite des grandes gueules dans un instant.